Ma mère n'a même pas dit bonjour. Elle a juste montré du doigt la prime de lanceur d'alerte posée sur le comptoir de ma cuisine. Ma sœur, Sarah, se tenait à côté d'elle, tremblante, désespérée d'obtenir les 125 000 $ que je venais de gagner. Sarah avait un audit le lundi matin et un trou de la taille d'un délit grave dans le compte en banque de son entreprise. Ils n'étaient pas venus pour célébrer mon succès. Ils étaient venus pour me liquider afin de la sauver. J'ai regardé les mains de ma mère, les mêmes mains qui avaient ruiné ma cote de crédit avant mes 18 ans, et j'ai réalisé que je n'étais pas une fille pour eux. J'étais juste une police d'assurance qu'ils encaissaient enfin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je les ai juste fixés et j'ai calculé mon prochain coup. Mon titre de poste est analyste principal des risques. Cela signifie que des entreprises me paient un salaire à 6 chiffres par an pour examiner un désastre imminent et leur dire exactement quand la structure s'effondrera. Je cherche les fissures dans les fondations. Je cherche les responsabilités que les gens essaient de cacher dans les petits caractères. Et assise là dans mon salon, en regardant mes parents et ma sœur, j'ai réalisé que j'avais ignoré la plus grande responsabilité de ma propre vie pendant 29 ans. Pour comprendre pourquoi je ne les ai pas simplement mis dehors immédiatement, il faut comprendre la biologie de ma famille. J'appelle cela la théorie de la symbiose parasitaire. Dans la nature, certains organismes ne peuvent pas survivre seuls. Ils ont besoin d'un hôte. Dans notre maison, Sarah était l'hôte, le beau visage brillant que le monde était censé voir. C'était elle qui allait être célèbre, celle qui allait épouser un homme riche, celle qui allait mettre notre nom de famille sur un panneau d'affichage. Mes parents, ils étaient le système immunitaire, luttant constamment contre tout ce qui pourrait mettre Sarah mal à l'aise. Et moi? J'étais le foie. Mon seul but était de filtrer les toxines pour que le reste du corps ne tombe pas malade. J'ai été conçu pour absorber le poison afin que Sarah puisse rester jolie. Ils ne se voyaient pas comme des êtres maléfiques. C'est la partie terrifiante. Ils croyaient sincèrement que me sacrifier pour la sauver était une nécessité biologique. Ce n'était pas de la cruauté pour eux. C'était de la survie. Je me suis souvenu du moment exact où j'ai compris cela, même si je n'avais pas les mots pour le dire à l'époque. C'était il y a 11 ans. J'avais 18 ans. Je venais de rentrer après avoir relevé le courrier, mes mains tremblant parce que je tenais une enveloppe épaisse d'une université de l'Ivy League. Je l'avais ouverte sur le porche. J'étais admise. Non seulement j'étais admise, mais j'avais obtenu une bourse partielle. C'était le moment le plus fier de ma vie. Je suis entré dans la cuisine, rayonnante, prête à partager la nouvelle. Mais avant que je puisse parler, j'ai vu un gâteau sur la table. Il disait « Félicitations, Sarah », en glaçage rose vif. Sarah venait d'être acceptée dans une académie de mannequins locale, un cours de 6 semaines qui coûtait plus cher qu'une année de mes frais de scolarité. Mon père m'a pris l'enveloppe des mains. Il n'a pas souri. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il a lu la lettre d'acceptation, a soupiré et l'a posée à côté de la vaisselle sale. Il m'a dit que nous devions être réalistes. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de m'envoyer à l'autre bout du pays. Même avec la bourse, a-t-il dit, les ressources familiales devaient aller là où le retour sur investissement était le plus élevé. 2 jours plus tard, il y avait un cabriolet BMW flambant neuf dans l'allée. Il était blanc perle avec des sièges en cuir beige. Ma mère m'a dit que c'était nécessaire pour l'image de Sarah. Elle a dit que Sarah ne pouvait pas se présenter aux auditions dans une berline cabossée parce que les apparences comptaient. Cette voiture coûtait 45 000 $. C'était mon fonds pour l'université. C'était l'argent que j'avais gagné en travaillant les étés depuis mes 14 ans, mélangé aux économies que ma grand-mère avait laissées pour mon éducation. Ils ont liquidé mon avenir pour acheter un accessoire à Sarah. Je ne suis pas allé dans l'Ivy League. Je suis allé dans une université d'État à 40 minutes de là. J'ai travaillé de nuit dans un entrepôt à charger des camions jusqu'à ce que mon dos me donne l'impression d'être fait de verre brisé juste pour payer mes manuels. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs, des dettes et une colonne vertébrale en acier. Sarah a accidenté la BMW 3 mois plus tard. Elle s'en est sortie sans une égratignure, et mon père lui en a simplement acheté une autre. Ils m'ont brisé à l'époque. Ils m'ont appris que mes rêves étaient une monnaie convertible pour les caprices de Sarah. Mais en les regardant maintenant, 10 ans plus tard, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Le foie était fatigué de filtrer le poison. Sarah n'était plus une étoile montante.
C'était une fraudeuse de 32 ans avec une start-up en faillite et un délit grave qui lui pendait au nez. Et je n'étais pas la jeune fille de 18 ans qui pleurait sur une lettre de refus. J'étais la personne qui savait où les cadavres étaient enterrés parce que j'étais celle qui avait été forcée de creuser les tombes. Sarah a essuyé une larme sur sa joue, un mouvement parfait et étudié. Elle m'a dit qu'elle avait juste besoin d'un prêt relais. Elle a promis qu'elle me rembourserait après sa prochaine levée de fonds. C'était un mensonge. Je savais que c'était un mensonge parce que j'avais consulté son rapport de crédit 1 heure avant leur arrivée. Elle était au maximum de ses capacités d'emprunt. Elle se noyait, et elle voulait se tenir sur ma tête pour respirer. J'ai regardé mon père. Il tapait du pied, impatient, attendant que je fasse mon travail et que je filtre ce problème. Il pensait qu'il regardait la même fille qu'il avait intimidée pendant 3 décennies. Il ne réalisait pas qu'il regardait une analyste des risques qui venait de décider de liquider la responsabilité. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. C'était un effondrement physique calculé, la posture exacte de la fille vaincue qu'ils avaient l'habitude de voir. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. J'avais besoin qu'ils croient que je craquais, pas que je complotais. D'accord, ai-je murmuré. D'accord, je vais le faire. Je ne peux pas te laisser aller en prison, Sarah. La tension dans la pièce s'est rompue comme un fil coupé. Ma mère a poussé un long soupir, se dégonflant presque de soulagement. Mon père s'est penché en arrière, son visage se détendant avec cette expression suffisante d'un homme qui avait réussi à discipliner une employée indisciplinée. Sarah a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé avec des yeux humides et reconnaissants. Mais nous avons un problème, ai-je dit, ma voix montant dans la panique. Je me suis levé et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je ne peux pas simplement virer 125 000 $ sur ton compte personnel. Les algorithmes du fisc signaleront immédiatement un transfert de cette taille. S'ils gèlent mes comptes pour un examen, l'argent ne t'arrivera pas avant lundi. Tu manqueras la date limite de l'audit. Le visage de Sarah a de nouveau pâli. Je peux arranger ça, ai-je dit, en tapant furieusement. Mais nous devons le documenter correctement. Si j'envoie cela comme un prêt personnel, la loi fédérale m'oblige à te facturer un taux d'intérêt minimum. Si je ne le fais pas, le fisc le considère comme un don, et nous sommes toutes les deux frappées par un impôt sur les dons de 40%. Cela fait 50 000 $ de perdus. Mon père s'est levé. Nous ne paierons pas 50 000 $ d'impôts. Trouve une solution. Il y a une faille, ai-je dit, en tournant légèrement l'écran pour qu'il ne puisse pas voir mes mains trembler, non pas de peur mais d'adrénaline. Si nous classons ce paiement comme une restitution à un tiers, il est exonéré d'impôts. En gros, je ne te prête pas d'argent. Je couvre une dette que tu as envers ton entreprise pour corriger une erreur comptable. J'ai regardé Sarah. Mais pour que cela fonctionne, tu dois admettre l'erreur par écrit. Tu dois vérifier que le retrait de ton entreprise était, disons, par inadvertance. Si tu signes une déclaration disant que tu as pris l'argent par erreur et que ceci est une correction, le fisc le traite comme un non-événement. Pas d'impôt, pas d'intérêt. C'était le plus vieux tour du manuel de l'analyste des risques, faites appel à la cupidité d'un criminel, et il ignorera son instinct de survie. Sarah n'a pas vu un aveu. Elle a vu un moyen d'économiser de l'argent. J'ai ouvert DocuSign. J'ai rédigé une simple déclaration sous serment d'une page. Elle avait l'air ennuyeuse. Elle ressemblait à un document de conformité fiscale standard, mais au centre de la page, sous la section intitulée au motif du décaissement, j'ai laissé une zone de texte vide. J'ai envoyé le lien sur son téléphone par courriel. D'accord, ai-je dit. Remplis simplement le champ du motif. Assure-toi d'utiliser les mots retrait par inadvertance pour que cela ressemble à un accident, pas à un vol. Puis signe. Le téléphone de Sarah a sonné. Elle a ouvert le courriel. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas appelé d'avocat. Elle a tapoté l'écran, ses pouces volant sur le clavier. Elle était tellement concentrée sur le fait d'éviter la facture fiscale qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle faisait réellement. Elle a tapé « Remboursement du retrait par inadvertance des fonds de l'entreprise pour éviter une divergence d'audit ». Elle a appuyé sur « Signer ». Un instant plus tard, mon ordinateur portable a sonné. Document complété. J'ai ouvert le PDF. C'était là, sa signature numérique, horodatée, avec une adresse IP tracée, et juridiquement contraignante sous peine de parjure. Elle venait d'avouer un détournement de fonds criminels.
Elle avait admis avoir pris l'argent, admis que c'était des fonds de l'entreprise, et admis qu'elle essayait de le dissimuler. C'est fait, a dit Sarah, en me regardant. Maintenant, transfère l'argent. Il me faut 1 heure pour que les fonds soient validés sur le compte de transit, ai-je menti. Rentrez chez vous, dormez un peu. Je ferai le virement à la 1re heure demain matin. Ils sont partis 5 minutes plus tard. Ma mère m'a serré dans ses bras en sortant, en me chuchotant que j'étais une bonne fille. Ils sont sortis sous la pluie, convaincus d'avoir gagné. J'ai verrouillé la porte, engagé le pen dormant, et j'ai regardé le PDF sur mon écran. Je n'ai pas envoyé l'argent. J'ai sauvegardé le fichier sur 3 serveurs cloud différents. J'avais l'appât. Maintenant, je devais refermer le piège. Je suis resté assise dans la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, l'adrénaline du piège DocuSign se dissipant lentement pour laisser place à une concentration froide et dure. J'avais les aveux. Maintenant, je devais voir toute l'étendue des dégâts. Je me suis connecté aux agences de crédit. Je vérifiais généralement ma cote 1 fois par an, mais je n'avais jamais regardé l'historique détaillé des utilisateurs autorisés. J'ai fait défiler mes prêts étudiants, mes paiements de voiture, puis je me suis arrêté. Elles étaient là. 3 cartes de crédit que je n'avais jamais touchées. Une ouverte quand j'avais 19 ans, une autre à 22 ans, la dernière il y a juste 6 mois. Le solde total était de 45 000 $. Mes parents n'avaient pas seulement volé mon fonds pour l'université. Ils portaient ma cote de crédit comme un manteau volé depuis une décennie. Ils s'étaient ajoutés comme utilisateurs autorisés à des comptes à mon nom, avaient intercepté le courrier et avaient mené un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre sur mon avenir. Chaque vacances, chaque bon dîner, chaque cadeau qu'ils ont fait à Sarah, c'est moi qui l'avais payé. Ils n'étaient pas seulement des parasites. Ils étaient des voleurs d'identité. J'ai imprimé les relevés. Je les ai ajoutés au dossier. Puis la pièce s'est illuminée de flashs bleus et rouges. J'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures de police s'arrêtaient en crissant des pneus devant chez moi. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père, nous faisons ça pour ton bien. Ils avaient appelé le 911. Ils n'attendaient plus l'argent. Ils passaient à l'option nucléaire, un internement psychiatrique involontaire. S'ils pouvaient convaincre la police de me sortir de chez moi menotté, hurlant et pleurant, ils pourraient demander une tutelle d'urgence dès le matin. Ils pourraient saisir mes comptes pour gérer mes actifs pendant que j'étais enfermé. C'était la manipulation psychologique suprême. Ils s'attendaient à ce que je sois la fille hystérique. Ils s'attendaient à ce que j'ouvre la porte en pleurant, en criant à la trahison, ressemblant à la femme instable qu'ils avaient décrite au répartiteur. Je n'ai pas paniqué. J'ai initié le protocole de contraste. J'ai couru vers mon placard. J'ai enfilé mon blazer bleu marine. J'ai mis mes lunettes. J'ai mis mon casque professionnel. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé une réunion Zoom avec moi-même, en agrandissant une feuille de calcul sur l'écran pour qu'elle se reflète dans mes lunettes. J'ai attrapé un presse-papier. Quand les coups ont commencé à frapper à la porte, police, ouvrez, je n'ai pas couru. J'ai marché. J'ai ouvert la porte au milieu d'une phrase, parlant dans mon casque, écoutez, les coefficients d'atténuation des risques sont incorrects. Nous devons restructurer la dette avant le 3e trimestre. J'ai regardé les 2 officiers qui se tenaient là, les mains sur leurs étuis, prêts à plaquer un fou. J'ai tapoté mon casque, l'air agacé mais poli. Officier, puis-je vous aider? Je suis en pleine conférence téléphonique avec Tokyo. Les officiers se sont figés. Ils m'ont regardé, calme, habillé pour les affaires, tenant un presse-papier, discutant de finances. Puis ils ont regardé par-dessus leurs épaules vers l'allée. Ma mère était là, sanglotant théâtralement sur l'épaule de mon père. Sarah hurlait que j'avais une arme et que j'allais me faire du mal. Le contraste était violent. À l'intérieur de la maison, une professionnelle posait. Dehors, un cirque chaotique et hurlant. Madame, a dit l'officier le plus âgé, sa main s'éloignant de son arme. Nous avons reçu un appel concernant une personne suicidaire avec une arme. Une arme? J'ai ri, un son bref et incrédule. Officier, la seule arme que j'ai est un rapport de résultats trimestriels. Ma famille a des difficultés financières. J'ai refusé de leur accorder un prêt ce soir. Je suppose que c'est leur vengeance.
Je me suis reculé pour leur laisser voir l'appartement. Il était propre. Il était calme. Mon thé fumait encore sur la table. L'officier a regardé à nouveau mes parents, qui criaient maintenant sur les voisins. Il a secoué la tête. Il a sorti son carnet. Je m'excuse pour le dérangement, madame. Nous allons classer cela comme un faux signalement. Merci, ai-je dit. Veuillez leur demander de quitter ma propriété. J'ai regardé par la fenêtre pendant que la police parlait à mes parents. J'ai vu le visage de mon père devenir violet. J'ai vu Sarah taper du pied. On leur a dit de partir ou de risquer une arrestation pour utilisation abusive des services d'urgence. Ils sont partis en voiture, vaincus. J'ai fermé les stores. Mes mains étaient stables. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré il y a 3 ans. Monsieur Vance, ai-je dit quand il a répondu. C'est Amélia. Le protocole de contraste a fonctionné. Bien, a-t-il dit. Sa voix était faite de gravier et de peau de requin. Sommes-nous prêts pour la prochaine étape? Oui. J'ai besoin que vous vérifiiez la date sur le dépôt de la société à responsabilité limitée. Je la regarde maintenant, a dit Vance. Vous avez acheté le certificat de privilège fiscal sur la maison de vos parents il y a exactement 3 ans hier. La période de rachat légal a expiré à minuit. J'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis mes 18 ans. Déposez l'acte, ai-je dit. Je ne veux pas seulement l'argent. Je veux le toit. 2 jours plus tard, je suis entré dans le hall de Vance et associé au 45e étage d'une tour de verre du centre-ville. Air glacial, sol en marbre, mes talons claquant comme un compte à rebours. Ma famille avait exigé cette réunion. Après la débâcle avec la police, ils avaient engagé un avocat, en réalité un avocat de centre commercial, qui avait déposé une requête de tutelle d'urgence en invoquant mon comportement erratique et le fait que j'étais un danger pour moi-même. Essayant d'obtenir qu'un juge leur confie immédiatement le contrôle de mes finances. Monsieur Vance est intervenu, a bloqué l'audience d'urgence et les a forcés à un arbitrage privé contraignant d'abord pour régler les affaires discrètement. Il pensait que discrètement signifiait que j'allais me rendre, signer des papiers, donner un chèque, m'excuser. Il ne réalisait pas qu'ils entraient dans un piège mortel. J'ai ouvert la lourde porte en chêne d'une salle de conférence sans fenêtre, insonorisée, qui sentait le vernis au citron et l'argent ancien. Une longue table en acajou trônait au centre. Ils étaient déjà là. Mon père à la tête, se prélassant comme s'il possédait l'immeuble. Ma mère à côté de lui, le sac à main serré, portant son masque de mère inquiète. Sarah avait l'air pimpante dans un chemisier en soie, mais sa jambe rebondissait. Elle savait que l'audit du lundi la mettait à 48 heures des menottes si je ne signais pas. Monsieur Vance était assis à l'autre bout, tel un requin dans un costume 3 pièces, et à côté de lui, un sténographe judiciaire était penché sur une machine sténo. Leur avocat épuisé s'est levé. Ah, Amélia, l'accord de tutelle est prêt. Votre père comme tuteur financier et votre sœur comme. Je suis passé devant lui, j'ai tiré la chaise en face de mon père et je me suis assise. Pas de bonjour. Pas d'explication. J'ai posé un mince dossier sur la table. Où est le chèque, a exigé mon père. Nous ne sommes pas ici pour un chèque, ai-je dit calmement. Nous sommes ici pour corriger les faits. Sarah a lancé que j'étais instable et que j'avais appelé la police contre moi-même. Ma mère a tamponné un œil sec, insistant sur le fait qu'il voulait seulement me protéger. Monsieur Vance s'est éclairci la gorge. Tout ce qui est dit dans cette pièce est sous serment et enregistré. Poursuivez. Ils n'ont pas bronché. Le sténographe a demandé les noms. Sarah a donné le sien avec aisance, de manière répétée, puis s'est lancée. J'avais des difficultés depuis longtemps. J'avais des épisodes délirants. Je lui avais promis de l'argent pour l'expansion de son entreprise, puis j'étais devenu erratique. Il devait stabiliser mes actifs avant que je ne me fasse du mal. Mon père a hoché la tête. Elle imagine des choses. Clic, clic, clic. Le sténographe a gravé chaque mensonge dans le dossier permanent. Parjure, exactement comme je l'avais prévu. Quand Sarah a fini de jurer que l'argent était pour une expansion commerciale et que je l'avais offert, Monsieur Vance a appuyé sur un bouton. Le projecteur s'est allumé. Pièce à conviction A. Une déclaration sous serment DocuSign agrandie, surlignée en jaune.
Motif du décaissement, remboursement du retrait par inadvertance des fonds de l'entreprise pour éviter une divergence d'audit. Le silence s'est fait dans la pièce. Mademoiselle Miller a dit Vance doucement. Pourquoi avez-vous témoigné que ces fonds étaient destinés à une expansion commerciale alors que vous avez signé une déclaration sous serment affirmant qu'ils servaient à rembourser des fonds détournés? Sarah a cessé de respirer. La couleur a quitté son visage. Elle a bégayé, puis a essayé. Elle m'a dit d'écrire ça. C'était une histoire d'impôt. Donc vous admettez une fraude fiscale, a dit Vance. Ou vous admettez un parjure? Elle s'est tue. Vance a cliqué à nouveau. Pièce à conviction B. Une chronologie. 10 ans de relevé de carte de crédit. Amex Gold. Chase Sapphire. Discover. Ouverte à mon nom. Des signatures ressemblant à l'écriture de ma mère. Des dépenses pour des vacances que je n'ai jamais prises, des vêtements que je n'ai jamais portés, une voiture que je n'ai jamais conduite. 45 000 $ de dettes non autorisées, a dit Vance. Ma mère a couiné et a attrapé le bras de mon père. Il est devenu violet et a crié qu'il m'avait élevé et qu'ils y avaient droit. Vous n'avez droit à rien, a coupé Vance. Vous avez volé son identité. Cela entraîne une peine minimale obligatoire en prison fédérale. M. Mon père s'est ratatiné sur sa chaise. Vance a cliqué une fois de plus. Pièce à conviction C. Un acte de propriété. Un acte de privilège fiscal. Mon père a plissé les yeux. C'est ma maison. Regardez le propriétaire, ai-je dit. Propriétaire, EC Holdings LLC. J'ai acheté la dette fiscale de votre maison il y a 3 ans, ai-je dit d'un ton égal, par l'intermédiaire d'une société écran. J'ai payé les arriérés d'impôts et j'ai attendu. Ma mère a murmuré, une lueur d'espoir dans sa voix, tu as sauvé la maison. Non, ai-je dit. J'ai acheté la dette. Période de rachat de 3 ans. Vous ne l'avez pas remboursée. Elle a expiré hier à minuit. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas payé votre hypothèque, papa. J'ai saisi la maison. Je suis propriétaire du toit au-dessus de vos têtes. Vous êtes des intrus. Puis les hurlements. Mon père se jetant en avant. Sarah tendant la main vers l'ordinateur portable comme si briser l'écran pouvait briser la vérité. Ma mère se lamentant sur la famille pendant que le sténographe enregistrait chaque menace et chaque dérapage. Monsieur Vance a rugi, asseyez-vous. Et ils l'ont fait. Petit et terrifié. Il a fait glisser un document final épais sur la table. Ceci est une reconnaissance de dette exécutoire, ai-je dit, et une ordonnance restrictive volontaire. J'ai montré les lignes de signature. Vous admettez la dette de 45 000 $ due au vol d'identité. Vous quittez la maison, ma maison, dans les 7 jours. Interdiction de contact permanente. Si vous vous approchez à moins de 500 pieds de moi ou de mon lieu de travail, vous allez en prison. Et si nous ne signons pas, a murmuré Sarah. Alors j'envoie la pièce A au procureur, ai-je dit, le doigt planant au-dessus de la touche entrée, et la pièce B au FBI. Vous serez arrêté avant d'atteindre l'ascenseur. Mon père a cherché sur mon visage la fille qu'il avait l'habitude d'intimider. Elle n'était plus là. Sa main tremblait en signant. Ma mère a signé en pleurant silencieusement. Sarah a signé en dernier, fixant la table alors que son avenir se dissolvait dans l'encre. J'ai pris le dossier, je me suis levé et je suis sorti. J'ai respiré l'air de la ville comme si c'était le premier véritable oxygène que j'avais eu depuis des années. J'ai bloqué leur numéro avant d'atteindre ma voiture. Les conséquences ont été rapides. Sarah a été renvoyée le lendemain après que j'ai transmis anonymement les divergences de l'audit à son conseil d'administration. Elle est devenue inembauchable. Mes parents ont déménagé dans une petite location à 2 villes de là. J'ai vendu la maison 3 mois plus tard. Le profit a remboursé la dette qu'ils avaient volée et a financé mon déménagement dans une nouvelle ville où personne ne connaît mon nom de famille. Je suis seul maintenant, mais pas solitaire. Je me réveille dans une maison que je possède, avec un crédit qui est le mien, et une vie que personne ne peut liquider. Avez-vous déjà dû devenir le méchant de leur histoire juste pour survivre dans la vôtre? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous écoutez depuis un endroit où vous vous sentez coincé, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage.